Avec Gilles Trinière Résidence, vous êtes confortablement installé pour regarder Si on parlait. L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe Samsé, vous présente Si on parlait. Allez, bonjour à tous, bienvenue dans Si on parlait, l'émission qui vous donne la parole chaque jour pour savoir ce qui se passe près de chez nous. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter un spirulinier. Bonjour Renaud. Bonjour à tous. Renaud Stalinski, qui nous expliquera dans quelques minutes en quoi consiste son métier. On va garder encore un peu le suspense pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un spirulinier. On a également avec nous 40% du groupe L'Amuse-Gueule avec Déborah Remoule et Romain Deschamps. Bonjour à tous les deux. Bonjour. 40% parce que vous êtes 5 dans le groupe. Évidemment, vous êtes les deux voix de ce groupe qu'on aime beaucoup à Télé Grenoble. Vous sortez votre 5e album. On en découvrira quelques extraits également au cours de cette émission. Et puis on a avec nous Paul Elkarat. Bonjour Paul. Bonjour. 22 ans, grenoblois, Oui. devenu une star du petit écran grâce à une culture générale phénoménal qui vous a permis notamment de briller dans les jeux de télé ces dernières années. Vous êtes atteint également, Paul, du syndrome d'Asperger, qui est une forme d'autisme. Oui. Est-ce que ça joue justement dans vos capacités de mémoire pour être performant dans des jeux et sur des questions ? De vous dire non, ça serait un peu mensonger. Donc forcément, je suis né avec ce syndrome d'Asperger et je dois m'en accoutumer chaque jour. Il y a des instants où c'est très difficile, la compréhension, la patience avec autrui, et des moments où, au niveau intellectuel, ça affuse, comme on pourrait dire, et une hypermnésie qui me permet de me souvenir de beaucoup de choses, une capacité de stockage infinie. Ouais, peut-être beaucoup plus importante qu'on va dire Oui, voilà, c'est ça. que quelqu'un comme nous qui, en lisant les choses, ça passe pas toujours à l'intérieur du cerveau. Mais ça se travaille. Ah ben j'imagine que ça se travaille, ça j'en suis convaincu. Alors grâce à ces capacités particulières, vous avez excellé notamment dans un jeu très connu de TF1. Très connu depuis 2010. Oui, mais Mais c'est pas mal. ça fait une dizaine d'années que ce Oui. jeu est effectivement Eh ouais, diffusé 11 ans, tous les c'est jours déjà, ouais. sur TF1. Ça s'appelle Les 12 coups de midi. C'est présenté par Jean-Luc Reichmann. Un jeu que vous avez remporté à 152 reprises, puisqu'à chaque fois qu'on gagne, on revient le lendemain pour affronter d'autres candidats. Oui. C'est un jeu de questions où les réponses ne sont pas toujours évidentes à trouver. Regardez ce petit extrait. Paul. Top. Quel terme latin désigne le traité signé en juin 1215 par le roi d'Angleterre Jean sans Terre? Magna Carta. Magna Carta. Les barons, ils étaient un peu furieux contre Jean sans Terre, le petit frère de Richard Cœur de Lion, au niveau des terres, et donc ils ont signé une célèbre charte en 1215. Bon, vous donnez la bonne réponse, mais en plus, vous l'expliquez. Hein. Oui, voilà, c'est ça. Je fais toujours ça. Enfin, Jean-Luc Reichmann a bien compris qu'il pouvait tirer des explications subsidiaires avec moi. Donc, il me demande d'expliciter ma réponse et c'est ce que je fais à chaque fois qu'il me le demande. Elles sont tout aussi dures, les questions de ces jeux télé ? Non, elles ne sont pas toutes dures. Voilà, c'était surtout des questions. Là, c'était des questions historiques, évidemment, pour nous faire jouer, entre guillemets. Mais sinon, il y a des questions beaucoup plus simples, forcément. C'est pour tous les goûts. Et puis, la difficulté est moindre en fonction des individus et des sujets abordés. Comment vous faites pour vous entraîner ? Je pense que sur ce plateau, personne n'avait la réponse à la question. En tout cas, moi, je ne l'avais pas. Je n'ai pas la question non plus. Même si on me la repose après avoir vu l'extrait, je ne suis pas sûr de donner la bonne réponse. C'est pas grave. On vous le demande pas, mais... Non, c'est vrai, moi, je ne sais pas. Quelle est votre question, du coup ? Vous vous entraînez de façon particulière, justement Je ne m'entraîne pas, je lis tout le temps. Donc, c'est un intérêt toujours accru pour la culture générale, pour la lecture, pour l'apprentissage, pour la connaissance. Et ça fait que j'ai engrangé un savoir qui est assez incroyable pour mon âge, on va dire. Et donc, les gens m'envient souvent pour ça. Mais c'est que le revers doré de la médaille, on va dire.
Alors c'est vrai que vous le disiez, vous avez la capacité d'imprimer pratiquement tout ce que vous lisez. Donc même si vous avez que 22 ans, on a le temps en 22 ans d'incorporer un nombre de connaissances assez incroyable. Souvent, j'en sais plus que des mamies et papis. Donc. Oui, mais ça pourtant, qui ont m'étonne eu pas. l'âge pour apprendre et qui n'avaient peut-être pas la culture ou qui ont perdu entre-temps. Parce que les personnes âgées perdent aussi de la mémoire à force d'avancer en âge. Mais en tout cas, je n'ai pas du tout sur ce point-là à me plaindre des autres. Justement, les autres m'envient. Donc, Alors grâce à ce jeu télé, vous avez passé près de 6 mois tous les jours sur l'antenne de TF1 devant plusieurs millions de téléspectateurs à chaque fois. Ça a changé un peu votre vie ? Oui, déjà, le titre du livre, ma 153e victoire, c'est justement pour montrer que la victoire que j'ai pas eue, la dernière où j'ai perdu, ça n'est pas dans le jeu même. Ça n'est pas le plus important. Ce que j'y ai gagné après cette défaite, c'est la reconnaissance du public, cette capacité de me concentrer, de me dépasser dans des situations et dans des moments assez extrêmes pour moi, comme l'excès de lumière, de bruit ou de monde, et aussi qui m'ouvre les portes de l'édition par le biais de cet ouvrage que j'ai écrit. Ça, c'est aussi ça fait partie d'une des victoires que j'ai sorti en 2020, et aussi l'ouverture vers la promotion de ces ouvrages, vers la radio et vers l'écriture de d'autres livres, ce que j'ai fait cette année du coup. Il est là, ce livre. Effectivement, vous étiez déjà venu sur le plateau de Si on parlait. L'année dernière pour le présenter. L'année dernière, le présenter. Il raconte votre aventure dans ce jeu télé jusqu'à... Mon existence depuis ma naissance jusqu'à maintenant, c'est-à-dire personnellement, ma vie de tous les jours, c'est-à-dire les nombreux déménagements que j'ai faits, les villes que j'ai visitées, et aussi la difficulté d'ordre social avec mes soucis, on va dire, la vie qui n'a pas été simple, et toute cette partie, tout ce pan de mon existence un peu personnelle, relaté avec, en biais, tel un miroir, mon épopée au jeu. C'est de ce que de midi, il y a 2 ans. Aux éditions HarperCollins. Vous parliez des bons côtés, des mauvais côtés. Le bon côté, c'est que vous avez accumulé 691 522 euros de gains. C'est pas mal. À une vingtaine d'années, ça fait un bon départ dans la vie. Oui, c'est pas mal, évidemment. Forcément, quand on joue et qu'on a ça, on ne va pas renier ce qu'on a gagné. Mais pour moi, c'était loin d'être le plus important. Et en effet, le combat était plus d'ordre psychologique que d'ordre pécuniaire. Mais en tout cas, tout ce que j'ai eu, peu importe quel qu'il soit, même si le plus important évidemment n'est pas l'argent, tout ce que j'ai eu, je le garde précieusement avec moi. C'est vrai que quand on voit ces extraits d'émissions, on en oublie presque que vous avez ce syndrome d'Asperger, oui. Mais vous en êtes bien conscient. C'est une exposition médiatique qui vous a ouvert aussi de nombreuses portes. On vous a vu par exemple cet été affronter un personnage mythique de la télévision. Tout le monde va le reconnaître, voilà, le célèbre Père Fouras dans Fort Boyard. Oui, c'est ça. Ouais, ils m'ont mis moi pour faire l'énigme. Je m'y attendais comme le nez au milieu de la figure, mais c'est pas grave. Donc. Vous aviez à répondre à cette énigme qu'on voit s'afficher, mais dans une position un peu particulière. Vous étiez en train de vous faire enrubanner, donc il fallait arriver à donner la réponse avant que vous ne puissiez plus parler. Alors évidemment, vous l'avez trouvé la bonne réponse. Oui, je l'ai trouvé. Ah oui, même le Père Fouras, voilà, est surpris que vous lui donniez la bonne réponse. S'il avait vu les émissions d'avant, il aurait dû tout de suite savoir que... Mais je pense que le fait le plus drôle, c'est que j'ai continué à expliquer le pourquoi de cette énigme, alors même que j'avais la bouche qui était un peu bandée par ces bandelettes-là, en fait. Oui, parce que c'est pas facile de lui couper la parole à Paul. La petite anecdote qu'il évoque, je l'ai en image, regardez. Un désert comme le désert de Gobi, c'est des chameaux. Ah bon, Et dans les déserts de sable, c'est le dromadaire. comme si de rien n'était. C'est gagné et vous remportez la clé, mon petit Paul. Ah, Merci beaucoup, c'est gentil. Comme si rien n'était. Bah oui, c'est gentil, hein, il me donne la clé. Bon, ils vous ont enlevé le ruban après quand même. Bah oui, quand même. Bon. oui. Ils vous ont rien épargné dans cette émission Fort Boyard. Voilà notre petite séquence juste après ou juste avant. Oh merde. Ça, j'ai répondu trop vite, je me suis trompé. Alors vous êtes trompé sur la réponse, mais là, par contre, vous attendiez à ce type de gage. Je suis
Bah, je m'attendais à recevoir. Évidemment, comme je suis allé tête baissée, je m'attendais pas à recevoir ça, en sachant que. En fait, j'étais même pas sûr de la réponse que je donnais, mais je m'attendais pas non plus à ce qu'elle soit fausse. Sur un malentendu, ça aurait passé, mais non, là, je me suis pris une petite soucis rose. Bon, comme ça, Paul n'est pas infaillible. Il peut parfois Oh, bah, se non. tromper sur certaines. Ah bah surtout avec la comorbidité que j'ai avec mon syndrome, qui est un trouble déficitaire de l'attention, forcément, j'ai une excellente mémoire, mais quand je ne suis pas concentré du tout, je peux dire pire que n'importe qui. Bon, depuis ces aventures télé, notamment sur TF1, votre notoriété a grandi et vous êtes rentré dans une autre célèbre émission de la radio, celle-là, Oui, sur RTL, les grosses têtes. Oui, c'est à la suite d'ailleurs de la promotion du premier livre que j'avais fait sur les enfants de la télé, que j'ai fait 2 fois d'ailleurs, comme vous, 2 fois pour parler de l'ouvrage. Il m'a fait venir pour une séance d'essai en novembre 2020 pour les grosses têtes et depuis j'y suis. Donc en fin novembre, ça fera 1 an que je suis aux grosses têtes. Alors c'est Laurent Ruquier. Évidemment. Qui est le présentateur de cette émission qui a été créée et présentée longtemps par Philippe Bouvard. Là, vous êtes avec d'autres personnalités médiatiques. Oui. Ils vous malmènent? Comment ça se passe, les rapports avec les autres grosses têtes? Mais là d'ailleurs vous mettez un truc où je suis pas d'accord avec Ariel Dombal. Et vous faites bien savoir d'ailleurs. Oui, elle s'est trompée avec avec Tom Wolfe, donc forcément c'est pas le même œuvre. Le bûcher des vanités, la foire des vanités, c'est pas la. Vous êtes en train de l'expliquer. Ouais, non mais c'est pas d'un jeune de 20 ans. Non mais c'est pas. J'avais plus 20 ans, mais 22. Ouais, même pas 21, je crois qu'il avait. Ouais. Et elle s'est un peu trompée de personnalité, mais sinon, dans l'ensemble, j'apprécie tout le monde et à chaque fois que je suis invité, je suis content. Bon, voilà, rentrer aux grosses têtes, c'est aussi une petite ligne sur un CV qui est plutôt intéressante. Vous avez toujours le temps d'étudier parce que vous étiez étudiant en histoire? Non, j'ai arrêté pendant le confinement parce que j'avais plus du tout la motivation nécessaire. Je suis loin d'être le seul pour les études, pour poursuivre les études en histoire que je faisais, que j'avais commencé il y a plus de 2 ans. Et donc, je les ai mis entre parenthèses. Je ne les ai pas totalement cessés. Peut-être dans un futur proche, je les reprendrai. Mais en tout cas, maintenant, je ne les continue plus. Vous restez passionné d'histoire et vous venez de sortir un autre livre assez différent du premier, sur les crimes et mystères de Paris. Oui, c'est ça. Des affaires assez anciennes. Anciennes, oui. Justement, on en a enlevé quelques-unes qui étaient beaucoup trop anciennes par rapport à la majorité des œuvres, des grandes œuvres de l'humanité, évidemment. Mais en tout cas, ils m'ont un peu dit de enlever certaines affaires parce qu'il y avait une béance chronologique entre celle du Moyen-Âge et celle de l'époque contemporaine. Donc ce qui fait que maintenant, parce que la majorité se déroule au 19e siècle, la grande majorité au 19e siècle, donc du coup j'ai fait de la Révolution à la Seconde Guerre mondiale. Voilà, sur une période historique. Une période de 150 ans, on va dire, voilà. Où différentes affaires ont marqué Paris. Et alors, ont marqué pas du tout, parfois même pas du tout, parce que même les Parisiens ne savent pas qu'il s'est passé ça entre leurs murs. Enfin, c'est Paris et la périphérie, c'est l'agglomération parisienne, l'Île-de-France, on va dire. Et il y en a énormément qui ne sont pas connus et je les dépoussière et je leur redonne leur lettre de noblesse et les gens vont les connaître d'autant plus grâce à mon concours, c'est-à-dire grâce au travail que j'ai pu faire dessus. Donc c'est une bonne nouvelle. Enfin, si on s'y souhaitait toujours les connaître, bien évidemment. Elles finissent rarement mal, vos histoires. Rarement bien, je veux dire, vos histoires. C'est sympa de leur dire qu'ils finissent rarement mal. Mais c'est des criminels, des tueurs en série, des assassins, donc forcément ça finit mal. Surtout pour eux, parce que voilà, ils perdent la tête. Mais sinon, je trouve le sujet... Et je trouve le sujet très bien, à ma mesure, et du coup, j'en ai parlé. Bon, puisque j'adore la criminologie, donc oui. Ce qui est intéressant, vous faites un parallèle aussi avec l'époque historique dans laquelle les guerres se sont déroulées. Je les inscris dans un contexte historique, géopolitique et économique bien spécifique à l'ère géographique et à l'ère politique dans laquelle ils s'inscrivent. Alors, ça s'appelle Crimes et mystères de Paris, de l'ogresse de la Goutte d'Or à la bande à Bonneau. Et encore, j'ai mis les plus connus là sur la couverture. Donc, il y a de quoi faire. L'ogresse de la Goutte d'Or et la bande à Bonneau, c'est les plus connus. Avec Landru, bien évidemment, qui est hyper connu aussi, Landru. Mais ouais, j'ai bien apprécié le faire et je suis content qu'il ait été publié. Bon, c'est
c'est une victoire personnelle, on va dire. C'est HarperCollins, votre premier éditeur, qui vous a suivi aussi sur ce, Oh, ils ont bien fait. Hein. sur ce projet. Ils ont certainement très, très bien fait. Et puis, c'est la criminologie, ça intéresse beaucoup de monde de toute façon. Ça les intéresse affaires beaucoup de mystérieuses monde. aussi. Je sais qu'il va faire moins que le premier parce que forcément, la vie des tueurs en série et la criminologie, c'est peut-être moins l'apanage de certains, surtout quand on sait que c'est moi qui l'écris, que ma vie en elle-même, qui intéresse beaucoup plus, malgré moi. Mais j'ai quand même fait parce que c'est ce que j'aime écrire. Donc, des livres historiques, en réalité. Sur le mystère et crime du Dauphiné, non, ça pourrait vous intéresser. Ça pourrait. Je sais que le dernier condamné à Grenoble, c'était en 39 ou en 37, je ne sais plus. Mais je pourrais très bien en faire, mais c'est encore pire qu'à Paris. Donc il va falloir que j'aille farfouiller dans les archives. Eh oui. Hein. C'est encore pire que Paris, parce que déjà, la majorité des affaires parisiennes que j'élabore sont totalement méconnues du grand public. Alors si je dois faire les crimes spécifiques à une région et une localité, là, on est bien barré. Hein. Bon, je ne connaissais pas la date, mais je sais que c'est les places Grenette qui ont coupé la tête des condamnés à mort C'est ça. en Isère. C'est le dernier, c'était dans ces eaux-là, entre 37 et 39, je ne sais plus exactement. Bon, très bien. Un Italien en plus. Ah bah voilà. D'origine italienne. Voilà. C'est le seul truc que je sais sur la dernière condamnation de Dauphiné. Voilà, parce que j'ai pas mis mon nez dans les archives départementales, donc je ne sais pas tout du tout. Mais je connais un copain qui fait sur ça aussi. Bon, en tout cas, si vous creusez le sujet du côté de l'Isère et du Dauphiné, Paul, on vous réinvitera avec plaisir. Je le ferai peut-être. Bon, est-ce que vous connaissez le métier de spirulinier ? Je connais pas ce néologisme à la base, mais je sais ce qu'est la spiruline, donc c'est pas tellement compliqué de savoir ce que fait un spirulinier. Bon, vous savez ce que c'est la spiruline ? Je ne suis pas sûr que tout le monde soit familier de ce terme. On va le découvrir maintenant. Voilà, et c'est Renaud Stalinski qui va nous expliquer ce que c'est que le métier de spirulinier. Avec plaisir, ouais, bonsoir. La spiruline, alors, qu'évoquait Paul, qu'est-ce que c'est ? Et la spiruline, c'est une microalgue en fait qui pousse naturellement au niveau de l'équateur et que nous, on reproduit en fait les conditions de culture de cette microalgue pour la cultiver au pied de la Chartreuse. Alors, c'est assez récent, en tout cas, ce type de culture. C'est un produit vieux comme le monde, j'ai envie de dire. Bien entendu, ouais, il a 3,5 milliards d'années. Donc, en fait, pour être exact, ce sont des cyanobactéries. Ça vient du cyan, de la couleur bleue d'un de ces pigments, et elles ont participé en fait à l'oxygénation de l'atmosphère, donc à la présence finalement de nous sur la Terre, quoi. Alors, vous êtes lancé dans la production de spiruline il y a à peu près 5 ans, dans la vallée du Grésivaudan, à côté de Grenoble. On voit là votre installation. Voilà. Pourquoi vous avez décidé de produire ce type d'algues ici, au milieu des montagnes ? Alors déjà parce qu'il n'y en avait pas dans la vallée du Grésivaudan, et puis ensuite parce que de par nos parcours avec Maxime, on est deux, c'était quelque chose qui reliait beaucoup de choses qu'on aimait faire. Moi j'ai été animateur, j'ai fait un doctorat, donc j'ai donné aussi des cours à l'université. Et du coup, en fait, il y avait tout cet aspect où on peut accueillir du monde sur la ferme, on peut présenter vraiment notre métier. Et là où Maxime intervient, c'est qu'il a, lui, participé à toute la construction. Donc vraiment, il a pensé toute la construction. Et on a pu autoconstruire tout notre outil de travail. Et, pardon. C'est de l'eau salée là qu'on voit, ça se cultive dans une eau plutôt saumâtre. Oui, tout à fait. Alors, c'est entre de l'eau douce et de l'eau de mer. Donc, on dit que justement, c'est de l'eau saumâtre. Donc, quand on parle de sel, on parle aussi des sels minéraux qu'il y a dedans, le phosphore, le potassium, le magnésium, etc. Elle pousse toute seule, cette algue, ou il faut l'arroser ? Comment ça se passe ? Comme vous voyez, ouais, il faut l'arroser un petit peu. Elle est dans l'eau. Et à côté de ça, il faut qu'elle ait des températures suffisantes et puis un ensoleillement aussi important. C'est-à-dire que notre climat est bien adapté finalement à ce type de production ? Quand on lui rajoute une serre au-dessus de la tête, oui. Et l'été, mais pas l'hiver. Avec la neige. C'est un peu au chômage technique en ce moment alors. Alors voilà, en ce moment en fait on essaie de vendre la production de cette année justement. Alors, on a vu donc ces bassins où l'algue se développe, on va dire naturellement, spontanément. Oui. Comment ça se récolte ensuite ? Alors ce qu'on a vu sur l'image, c'est qu'on va mettre des pompes en fait dans l'eau et qu'on va filtrer la spiruline. Et vu qu'elle est microscopique, c'est sur des fils très très fins et on va récupérer une pâte de l'ordre d'une pâte à yaourt à peu près, qu'on va emmener ensuite dans le laboratoire pour la suite des événements.
On vous voit là avec ce grand balai, je ne sais pas si c'est le bon terme. Oui, on peut appeler ça comme ça s'apparente un peu à ce qu'on ferait dans les marais salants. En fait, l'idée, c'est de concentrer la spiruline proche des pompes pour avoir moins d'eau à filtrer, en fait, tout simplement. Et donc, on va passer quelques heures à filtrer justement l'eau pour récupérer que cette pâte qu'on voit à l'écran. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle la spiruline fraîche et qui va nécessiter encore une petite étape. Ah, on la consomme pas comme ça Non, là, on la consomme pas comme ça. Et comme on voit à l'écran, ça a une consistance un peu de yaourt qu'on aurait brassé. Avec de pâte à modeler. Ça va être la suite une fois qu'on l'a passé à l'étape de pressage. Vous récoltez combien de kilos, de tonnes? Comment ça se passe, une récolte de spiruline? Alors, une récolte de spiruline, c'est entre 7 et 9 kilos de spiruline sèche. C'est comme vous avez sur le plateau. Et à l'année, on va être à peu près à 600 kilos. Est-ce que vous récoltez régulièrement on fait ça quoi, toutes les semaines Alors l'été, c'est pratiquement tous les jours. Tous les jours. Et puis en fait, ça s'espace jusqu'à début novembre pour être une fois par semaine, voire une fois par mois maintenant. Et cette pâte donc, qu'on a vue, ensuite l'étape suivante? Alors voilà, l'étape suivante, c'est de l'emmener dans le bâtiment. Donc c'est là où il y a notre laboratoire. Si vous venez visiter la ferme, le bâtiment a un petit peu changé depuis. Il a fait un peu peau neuve. Et du coup, là, on voit sur les images, en fait, l'utilisation de matériel de fromager, en fait. Ce sont des toiles de fromager, puis des bacs de fromager qu'on va empiler et qu'on va mettre dans une presse. Voilà, je refais le mouvement en même temps, hein, j'y suis. Et du coup, on va en fait enlever l'eau du bassin. Et donc, on voit là l'eau qui est récupérée dans un bac de douche. C'est pas ça qu'on veut garder. Nous, ce qu'on veut garder, c'est la spiruline fraîche, donc exempte de l'eau du bassin. Vous séchez donc tout ça et ensuite vous en faites des petits copeaux, c'est ça Voilà, alors nous on dit des spaghettis entre guillemets de spiruline. C'est vrai que ça ressemble plus à ça même. Voilà, l'idée c'est d'en fait d'avoir quelque chose qui est assez homogène et assez fin pour sécher assez facilement. Et du coup pour donner quelque chose qu'on va appeler ensuite les paillettes, ça serait de l'ordre de vermicelle concassé qui va être ajoutable en fait dans l'alimentation. Qu'est-ce qu'on en fait finalement de ce produit, de cette spiruline? À quoi ça sert? Alors la spiruline, ça a multiples usages, ça va des cosmétiques jusqu'à, on va dire, l'alicament entre guillemets, c'est-à-dire un aliment qui va nous aider à nous maintenir en bonne santé. Et du coup, selon ce qu'on aime, selon si on est ouvert ou pas, et ben va pouvoir l'ajouter en fait dans l'alimentation. Donc ça, c'est les paillettes. On peut assez facilement mettre ça sur un petit toast de chèvre avec du miel, sur donc des tartines dans la salade, dans la soupe. Là, vous m'en avez amené. Hein. Ça, on peut les manger comme ça, cru, j'ai envie de dire. Bien sûr, voilà, nous, on fait goûter notre spiruline justement crue parce qu'elle a très peu de goût. On peut aussi voir qu'elle a une couleur vraiment sombre. Je vous parlais des pigments tout à l'heure. Il y a la chlorophylle, mais il y a aussi cette phycocyanine d'où l'algue tient son nom, c'est-à-dire on dit l'algue bleue communément. Et on voit que ça donne quelque chose de très très sombre. Si quelqu'un veut goûter... Et celle-là, c'est la même, mais sous un autre conditionnement, où il y a différentes sortes de spiruline. Là c'est des petits cachets voilà. Alors en fait, à avaler, j'imagine. Voilà, exactement. C'est notre spiruline qui est réduite en poudre et puis comprimée. L'idée, c'est de pouvoir en consommer, même quand on n'apprécie pas forcément le goût de la spiruline, qui a un goût assez particulier, sachant que la nôtre est assez douce et s'ajoute facilement dans l'alimentation. Quand on la goûte comme ça, ça peut paraître surprenant. Je sais pas, ça C'est pas mauvais. va, moi j'ai trouvé ça. Vous voulez cracher? Non, ça va. Merci en tout cas. Les restaurateurs peuvent l'utiliser dans des recettes aujourd'hui? Comment tout à fait, comment ouais, on a produit par les justement, professionnels? ouais, tout à fait. On a des contacts justement, surtout pour intégrer souvent dans les sauces salades ou directement sur les salades. Puis ça donne justement ce petit côté des petits granules un peu vertes à ajouter qui peuvent donner un peu de couleur et de craquant aussi, parce que c'est très, 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 très sec. Combien ça coûte le produit final? Ça se vend par sachet, j'imagine? Voilà, alors ce qu'on vend le plus, c'est pour découvrir en tout cas, ce sont des sachets qui font 100 grammes, qui vont permettre de faire une cure de 1 mois à raison de 3 grammes par jour. C'est une grosse cuillère à café de ce que vous avez montré, ou alors 6 comprimés. Et du coup, un sachet, ça va valoir 15 € pour faire une cure de 1 mois en paillettes.
La santé n'a pas de prix. Ça s'appelle la spiruline de Chartreuse. Voilà, si vous voyez ces petits paquets qu'on trouve dans pas mal de points de vente dans la région. Voilà, on peut consulter sur notre site internet les points de vente. On peut aussi l'acheter en ligne directement sur notre site internet. Et moi, ce que je vous invite vraiment à faire, c'est de venir découvrir notre ferme, parce qu'on a mis un peu tout notre amour dedans. Et du coup, c'est quelque chose de chouette à visiter, au moins pour faire le premier achat. Et puis après, nous retrouver de façon plus simple sur internet ou dans nos points de vente, justement. La spiruline de Chartreuse, vous êtes du côté du Touvet, dans la vallée du Grésivaudan. Voilà, tout à fait. Eh ben merci Renaud, moi je peux pas goûter parce que je ne veux pas parler la bouche pleine devant les téléspectateurs, mais je fais confiance à Romain et Déborah qui ont l'air de... un joli sourire, donc ça a l'air de s'être bien passé. Allez, terminé, ça va être à vous dans quelques secondes. Voilà, Romain et Déborah, ils ne sont pas venus que pour goûter la spiruline sur cette émission. Ils sont venus aussi, mais ils ne le savaient pas, mais maintenant peut-être qu'ils en garderont un bon souvenir. Ils sont venus aussi pour nous présenter le 5e album du groupe l'Amuse-Gueule. Avant ça, j'ai un petit quiz pour notre ami Paul, champion des jeux de TV. Il y a juste une question, Paul. Renaud peut jouer aussi. Quel groupe, Paul, fondé en 2010, a composé la musique du générique de la célèbre émission de télé Si on parlait? Alors, je vous donne un petit indice. Là, c'est la musique. La musique qu'on vient d'entendre, on peut la réécouter, la musique du générique. J'ai entendu. Je peux répondre aussi, donc. Renaud peut jouer. J'ai l'impression que Renaud a envie de griller la politesse à Paul. Je crois que ça s'appelle l'amuse-bouche. L'amuse-gueule. L'amuse-gueule. L'amuse-gueule, pardon. Paul a encore gagné. Finalement, c'est Paul. Quatrième victoire. Réponse en image. Je ne pouvais pas. À nos discussions sans fin, à nos jeunesses heureuses. Quand le sommeil ne vient pas, fatigué d'hier, j'irai là-bas. Voilà, maintenant c'est tout du générique de cette émission. Effectivement, on vous a piqué ce petit extrait de Marshmallow, qui est un des titres de ce nouvel album. On n'est pas allé puiser dans les archives de l'Amuse-Gueule. C'est la nouveauté, oui. Bon, Ravi d'en faire partie de ce générique. Du coup. Voilà, comme ça, je pense à vous à chaque début d'émission, chaque fin d'émission aussi, parce que c'est aussi le générique de fin. Je disais 2010, la création du groupe, c'est à peu près ça? C'est à peu près ça, je crois que c'est 2011 exactement, mais... Et vous avez 60 ans ou... Non, on a commencé très jeune. On fait très jeune. Hein. Vous avez à 15 ans, non? Un tout petit peu plus. Il est sympa, Paul. Bien plus, hein. 10 ans d'existence, 5 albums. Et les gens, ils font des enfants tous les 2 ans. En général, c'est la moyenne. Vous, c'est un album tous les 2 ans, c'est ça, c'est ça. Le rythme de la Amuse-Gueule? Plein de petits, plein de vies de groupes différentes et de... Une grande famille, et de styles différents, parce que celui-là, il démarre la synthwave. On a rajouté à l'électro-swing un côté un peu synthwave des années 80. On continue la machine à remonter le temps. Synthwave, j'ai besoin d'une petite explication, Déborah. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que Romain, il manie ces termes comme si on était férus. On plonge les gens dans les années 80 avec tous les synthés des années 80, vraiment. Nous, on a des mélodies très pop, des batteries aussi qui sont très années 80 aussi, avec plein le son et plein de descentes de tomes. C'est peut-être pour ça que ça me parle, en fait, ce que fait l'Amuse-Gueule. Si c'est en référence aux années 80, Paul n'était pas né, Renaud, il ne devait pas être bien vieux à cette époque, mais on est nombreux à avoir... Il y en a qui l'ont vécu. à avoir apprécié cette époque. Je me suis mis un petit défi sur cet album, c'est de faire rentrer en 1 minute 30 5 chansons de l'album, pratiquement la moitié. Pas simple. Voilà, j'ai fait au mieux. On écoute, ça permet de découvrir aussi la diversité de ce que propose l'Amuse-Gueule sur ce dernier album. Tu m'as chamboulé, un début d'orageux de pluie d'été, des photos chamboulées, dans les flashs des petites nudités, j'ai bloqué, chamboulé, à ton tour à tout recommencer. Got a look on my face, against my heart race, tell me before I go, I've got to know, ain't got a full control, switch it to roll it on. Je ne vois jamais tout, rien de grave. Je ne vois jamais tout, rien de grave. Tu seras mon
mon double, alors mon double axel, mon double axel. On bloque sur tous les digicodes, mais laissez-nous monter, mais laissez-nous monter. On bloque sur tous les digicodes, mais laissez-nous monter, mais laissez-nous monter. Mettez pas de l'huile sur la planète, au cookie dans du lait. Mettez pas de l'huile sur la planète, au cookie dans du lait. Bon voilà, on termine avec une chanson plus légère pour les gourmands. Exactement. Sur les coupés. Des compositions maison, Romain? Oui, on a tout fait cet album vraiment en comité que le groupe. Parce que d'habitude, on avait vraiment beaucoup collaboré avec l'étranger pour faire des musiques. Et celui-là, on a vraiment eu envie de le faire ensemble, nous 6. On a été enfermés tous ensemble. Le avec ces confinement, confinements. ça a des avantages, il y a des inconvénients. Mais... Ça a fait des belles choses quand même. On en a sorti un album, donc on est très contents. Après, on l'a composé ensemble, mais par contre, on l'a produit grâce aux internautes. Parce que, enfin, aux internautes, je ne sais plus si on dit ça encore en 2021, mais grâce aux gens qui nous suivent. Parce qu'on a récolté 13 000 € sur la plateforme Ulule grâce à tous nos fans. Et on a pu le réaliser grâce à eux. Ah, est-ce que vous vouliez aussi le sortir en physique? Aujourd'hui, il y a beaucoup d'albums qui sortent uniquement en numérique. Là, il y a l'objet, très joli, d'ailleurs, avec une magnifique photo du groupe Sous plastique. À l'intérieur, voilà, sous plastique. Je ne sais pas si c'était des réminiscences du Covid, la photo. Mais... Mais oui, ça fait plaisir de pouvoir faire des objets physiques quand même. On aime bien aboutir le projet avec le visuel, le packaging, et que les gens puissent aussi avoir vraiment quelque chose. En plus, on avait envie que tous nos contributeurs aient des contreparties. Des cadeaux avant Noël. Ça parle pas que de cookies. Hein. Iceberg Club, j'imagine qu'il y a un petit clin d'œil au réchauffement climatique. Effectivement, il y a un petit clin d'œil au réchauffement climatique. On avait déjà pas mal parlé dans notre album précédent avec Zoologic. Et du coup, après, là aussi, on parle quand même essentiellement de relations humaines dans ces climats-là. Et avec tout ce qu'on a vécu aussi, je pense que ça nous a donné matière à parler de la distanciation sociale ou pas. On a essayé de le symboliser avec la pochette qui a été faite par un artiste russe, un artiste 3D qui s'appelle Alexander Pamikov. Et du coup, voilà, il tient dans sa main 3 boules de glace qui fondent. Et on ne sait pas si c'est un homme ou une femme parce qu'on a une chanson qui s'appelle Double Axel, l'amour non genré. C'est plein de thèmes qui nous tiennent à cœur dans cet album. La liberté avec Marshmallow, Cookie, ça parle de la quête du bonheur. C'est pas forcément que les gâteaux, mais voilà. C'est des points communs et des sujets d'actualité qui sont aujourd'hui en première ligne. Votre musique, elle a même été écoutée dans l'espace il y a quelques mois. Et oui. C'est ce qu'on dit. On a eu la surprise et la chance que Thomas Pesquet soit fan de notre musique. Et il nous a playlisté, il nous a diffusé 2 fois dans l'espace. Une première fois à son arrivée et là, juste avant qu'il parte. Et du coup, il y a une de nos chansons, une de nos reprises, Gangsta Paradise, qui a été écoutée maintenant plus d'un million de fois. Un demi-million de fois, pardon. Voilà. Voilà, maintenant grâce à Thomas. Voilà, on l'a écouté dans l'espace, on va aussi l'écouter quelques instants sur le plateau de Si on parlait. Je ne sais pas si avec la pesanteur, ils ont pu danser, les astronautes. C'est une reprise du rappeur Coolio, qui était un tube dans les années 90. Vous avez remanié à votre sauce. On est loin de l'original, mais le titre reste... Oui, on a rajouté les cuivres. On a fait swinguer, on a rajouté les cuivres. Et c'est d'ailleurs pour ça, parce que Thomas Pesquet est saxophoniste. Et du coup, certainement, il a aimé l'arrangement avec le saxophone et la trompette. Ah oui, vous avez eu un message de Bill Clinton aussi, parce qu'il joue du saxophone. On n'a pas encore... Ça devrait pas tarder. On peut peut-être ouvrir une carrière aux États-unis, parce que l'espace, c'est bien, mais il n'y a pas le même potentiel de clients que... C'est pas facile. Voilà. Mais vous lui avez demandé? Quand on reprend un titre d'un artiste, on lui pose la question ou pas? Alors non, on ne lui a pas demandé, mais en fait, pour faire une reprise, tant qu'on dénature pas la version originale, en termes de structure couplet-refrain, on a le droit de reprendre une chanson. Faut pas la reprendre de mot pour mot non plus. Hein. Là, Romain, il se dit, flûte, on l'a pas demandé à Coolio, si jamais il regarde Si on parlait. Mais bon, vu son nom de scène, Coolio, c'était déjà une reprise de Stevie Wonder, Past Time Paradise. Bon, donc ça va. Alors, donc Stevie pourrait nous demander, par contre.
Par contre, oui, Ça va. Stevie est Oui, encore mais comme parmi il voit nous. rien, laissez-le tranquille. C'est vrai qu'il ne peut pas nous regarder. Et bon, il a peut-être l'oreille attentive. Ouais, mais il est très superstitieux vu ce qu'il chante. Faire attention. Ah, mais Paul connaît aussi la vie de Stevie Wonder de façon Oui, assez Ah. précise. Ah, je la connais bien. Ah, mais On était à l'école tous les deux. je vous fais confiance. Bon, on a vu en tout cas que dans la réalisation des clips, vous attachez aussi beaucoup d'importance à l'image que renvoie le groupe, Déborah. Bah, c'est vrai qu'on aime bien faire des clips, on aime beaucoup et on a toujours plein d'idées. On aime bien se réunir et se dire comment on imagine ce morceau visuellement aussi, parce qu'on aime bien faire que cette page feu YouTube soit agrémentée de clips et on aime bien surtout aussi que ça soit des choses très différentes à chaque fois. On aime bien explorer des univers Comme des hyper tableaux. variés. Ouais. Donc, D'ailleurs, du coup, on à chaque fois, travaille c'est... tous les clips avec Benjamin Archier. Ouais. Tous les 5 D'Affiner. clips que vous avez montrés ont été faits par Benjamin Archier. De Grenoble aussi. Voilà. On travaille avec les gens du coin. Bon. Et puis, ça se vit aussi en live, votre musique, évidemment. Alors, quelques mois un peu compliqués pour tous les artistes, quels qu'ils soient, hein, que ce soit Stevie Wonder ou la Musgueule, c'était Finalement. compliqué d'aller chanter C'est sûr. en public. On a eu la chance de vous avoir sur l'antenne de Télé Grenoble dans un concert. On en voit quelques images. Un petit peu particulier quand même, Romain. Sans public, quoi. Mais en tout cas, c'était le départ d'une tournée d'été qui a quand même pu avoir lieu. Et on a quand même réussi à faire une vingtaine de concerts cet été. Là, vous jouiez à l'Iliade à Cessiné pour les caméras de Télé Grenoble. C'est compliqué, Déborah, d'être là en scène sans personne en face. On ne les voit pas, mais on sent qu'il n'y a personne. C'était vraiment une première pour nous et on est vraiment un style de musique assez festif. Les gens aiment bien danser, on aime beaucoup échanger. Et là, du coup, ça nous a un peu perturbés. Alors, on a essayé de se recentrer un peu. On a changé la disposition de la scène pour se recentrer entre nous et essayer de se donner de l'énergie que d'habitude on a du public. Mais voilà, c'était une expérience. Ouais. On était content de le faire quand même. Ah, ça se voit, hein, c'est mauvais. C'est vraiment... Ah, ça se voit, vous êtes perturbé qu'il n'y a pas de gens. C'est mauvais. Ah, ils sont dedans quand même. Ils arrivent, ça n'a pas été évident d'être là devant une salle Bah, on vide. fait quand même ça pour le public. quand Ouais. même. Ouais, voilà, c'est ça. Mais ils l'ont fait Coldplay à Bercy. Aussi. Ils étaient tout seuls. Ah bah. Mais bon, Ah, c'est Ber- pas Coldplay donc. À Bercy, ça doit paraître vraiment vide. Bien pour le vide, dire. ouais. Oui, ah bah c'est Ouais, pire. L'Iliade de c'est- Cessiné, c'est vrai que la salle est pas aussi Oh, grande. on peut que pas Bercy. comparer l'Iliade Cessiné avec Bercy Paris. Mais on peut comparer Coldplay avec la musique. Voilà. On vous souhaite la Parce même qu'ils ont carrière. été joués dans l'espace aussi. C'est vrai. C'est vrai. C'est Il vrai. a mis notre chanson juste après, donc... Ouais, vous avez Et un ils peu se battent pour l'écologie. Je crois que la spiruline, ça se consomme aussi pour les astronautes, Renaud, non sûr, ouais. Hein Ouais. C'est En fait, souvent il veut apporté. te placer en fait. Ah, mais Classement de C'est très produits. gentil. voilà, il y a finalement des passerai points le numéro communs de partout. La Musgueule, en tout cas, le CD, on peut se le procurer sur votre site, Romain. Sur lmzg.fr et sur nos concerts aussi. Eh ben, très bien, si vous voulez les suivre, vous les avez tous les jours dans Si on parlait, mais la palette est Venez un peu nous plus voir. large si vous avez l'occasion d'aller les voir en concert ou sur leur site. On termine très rapidement avec le temps additionnel. Quelques bons plans pour finir, je crois qu'il ne reste plus beaucoup de temps. Renaud, je crois que vous aviez envie de nous proposer un petit bon plan, un petit coup de cœur. Voilà, un petit restaurant rue Trécloître, ça s'appelle le Clair de Lune. Venez y découvrir une nourriture végétarienne et pas que. Et deux jeunes très sympathiques qui vont vous accueillir pour vous faire découvrir des bons petits plats. On voit là les photos de leurs petits plats. Est-ce qu'ils utilisent la spiruline dans leurs recettes? Alors non. Non. C'est pour ça que vous nous conseillez d'y aller. Voilà. Très bien. Déborah, petit coup de cœur aussi. Un restaurant aussi, le Café Lumière, qui se situe à la caserne de Bonne, qui est le restaurant du cinéma Le Méliès. On le voit là en photo. Et oui, avec une terrasse très agréable. Bon, là, il fait un peu plus froid. Mais je pense que je vais leur lancer le défi aussi d'utiliser la spiruline. Je pense que pour donner envie. Grenoble doit se... Pour donner envie, ils vont pas mettre une image en hiver avec les gens qui. Ça donne moins envie. Et c'est vrai qu'il vaut mieux y aller en ce moment avec un bonnet si on veut profiter Bon, de ça la va, il y a un la espace terrasse. intérieur quand même qui est À assez grand. côté, enfin c'est le restaurant le café du restaurant C'est ça. du cinéma Le Méliès. Je vais y arriver à la caserne de Bonne. Paul, je crois que vous voulez nous faire un petit coup de cœur sur une expo qui vient de démarrer au musée de Grenoble. Enfin, coup de cœur. Alors, je m'excuse auprès des téléspectateurs, mais c'est un peu faux cul de ma part. Je l'ai pas vu, mais je pense que
Voilà quelques images. Toutes les expos que j'ai vues, elles étaient très bien. Et comme j'adore l'art, je suis sûr que je vais apprécier. C'est le début de l'exposition sur Pierre Bonnard, le maître du nabisme en France, avec Paul Sérusier, bien évidemment. Mais je pense qu'ils en parlent. C'est très beau. Une sorte de néo-impressionnisme assez fou des années 1890, 1900, 1910. On va découvrir au musée de Grenoble en ce moment. Vos 2 livres, j'imagine qu'ils sont encore en librairie. Oui. Celui-là, il vient de sortir. Sauf Prix Ministère rupture de Paris. stock extrême. Ah bah, je fais ce que je vous souhaite. Hein. C'est déjà arrivé dans des salons du livre. Donc. Et puis ma 153e victoire qui raconte votre vie jusqu'à Exactement. cet épisode cathodique dans le jeu Les 12 coups de midi avec TF1. Ouais, cathodique, comme on dit. Je l'ai placé. bah oui. Allez, nous, on va passer un hiver en pleine forme grâce à la spiruline de Chartreuse. Merci à tous les 4 d'être venus sur cette émission. beaucoup. Et Merci à on vous, se quitte évidemment avec quelques notes de la Musgueule, puisque c'est le générique de fin. L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe Samsé, vous a présenté Si on parlait. Vous avez profité de Si on parlait avec Gilles Trignat Résidence.